Bonjour, bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle conférence. Nous allons parler tout de suite de création de plateforme, comment adapter le modèle marketplace à son activité. En effet, lancer aujourd'hui une marketplace est devenu tendance pour les échanges entre professionnels, particuliers ou de professionnels à particuliers. Pour cela, nous sommes en compagnie d'Éric Alessandri, le fondateur et dirigeant de WizaPlace, une solution de création de marketplace tout en un. Cette conférence va se passer en deux temps, l'intervention d'Éric de 30 à 35 minutes en fonction de vos questions si vous en avez. Avant de commencer, pouvez-vous, Éric, nous présenter WizaPlace et votre rôle, s'il vous plaît? Bonjour, merci pour cette introduction. Alors, je suis Eric Alessandri, donc le fondateur de WizaPlace et CEO. Donc, j'en suis le représentant légal et officiel. Euh, j'ai fondé WizaPlace après avoir d'abord créé un réseau de commerce physique, de magasins, et avoir eu envie de le digitaliser. Donc, j'étais dans le secteur de l'appareillage auditif et ça m'a amené progressivement à créer ma propre marketplace et avec un tournant légal, puisque j'étais dans un secteur réglementé de l'appareillage auditif, et bien à pivoter pour commercialiser la techno que j'avais réalisée pour mon projet à d'autres entreprises. Et c'est le début de l'histoire. Donc c'est par ce chemin-là que nous sommes venus à créer WizaPlace, donc qui commercialise une technologie de création de places de marché. Là où nous sommes très spécialisés, ce sont dans les projets qui doivent être mis en œuvre de la façon la plus rapide, efficace, avec un panel de fonctionnalités large, mais rapide et simple à mettre en œuvre. Et donc, c'est pour ça qu'on a opté pour le tout en un, avec trois applications, back, front, et la partie vendeur, bien sûr, back office vendeur. Voilà pour le principe général. Très bien, très bien. Et ben, on vous écoute pour la suite avec vos slides, je crois que vous Super. avez préparé. Oui, j'ai préparé quelques slides. Par contre, je dois vous avouer que je ne les vois pas à l'écran. Ah, ça y est, bah, ils viennent d'apparaître. C'est parfait. Parfait. Donc, Euh, je vais rentrer dans le vif du sujet. J'ai déjà fait donc la présentation rapide de WizaPlace. Le but, c'est vraiment pas de parler euh, particulièrement davantage de WizaPlace, mais concrètement, voilà, notre spécialité, je dirais notre originalité, c'est vraiment de prendre la totalité d'un projet technique dans son ensemble et de laisser le client se focaliser sur la partie business et lui permettre donc de travailler son recrutement de vendeurs, sa création de catalogue et bien entendu la recherche d'acheteurs et son marketing. Le modèle marketplace, juste pour faire simple, quelque chose qui n'est pas forcément dans toutes les têtes aujourd'hui, bah, c'est la totalité des projets, pardon, des sites internet qui sont dans le top 10 en France. Ils sont devenus des marketplaces. La dernière qui résistait était le site de Leclerc, qui est bel et bien devenu une marketplace depuis un petit moment, depuis peu de temps même. Et donc aujourd'hui, eh bien, tout simplement, c'est 10 sur 10 reçu pour le modèle marketplace qui trust les 10 premières places des sites transactionnels les plus importants en France. À l'échelle du monde, c'est assez représentatif de toute façon. Il faut savoir que nous nous retrouvons dans un modèle qui touche absolument tous les secteurs d'activité, le modèle marketplace, donc c'est-à-dire celui dans lequel la plateforme, celui qui tient la plateforme, n'est pas celui qui vend les produits ou celui qui exerce les services, par exemple comme Uber, pour lequel les VTC bien entendu sont indépendants, ou pour Airbnb qui ne loue pas ses propres biens mais ceux des autres. Eh bien, ce modèle-là est devenu absolument hégémonique et sur tous les secteurs qui vont de la santé au transport, à la logistique, la location, etc. Et bien entendu, l'e-commerce de produits qui est celui qui est aujourd'hui le plus à l'ordre du jour. Les marketplaces, en fait, on les subdivise chez WizaPlace en quatre grandes cas d'usage. Il y a les plateformes qui se créent avec une volonté d'étendre une gamme au-dessus de quelque chose existant. Donc, c'est des entreprises comme Darty ou Galeries Lafayette ou ces entreprises qui avaient déjà leur propre gamme de produits à distribuer ou fabriquer et qui vont vouloir étendre de façon extrêmement exponentielle la taille de leur catalogue en venant rajouter une marketplace. C'est bien entendu le cas de Cdiscount également. Et bien, toutes ces plateformes-là sont sur des modèles d'extension de gamme. Aujourd'hui, ça représente à peu près un quart des marketplaces qui sont présentes sur le marché. On va ensuite trouver les marketplaces qui sont en création de marque, c'est-à-dire qu'elles ont la même volonté de créer un catalogue extrêmement important,
ben, vont le faire from scratch. Ça a été le cas il y a quelques années de ManoMano. Et aujourd'hui, c'est également un quart des projets. On va aller ensuite sur les marketplaces qui sont de la digitalisation de réseau. Ce sont des entreprises qui sont en réalité quelque part à l'échelle physique déjà organisées en marketplace. Il y a des réseaux de franchise pour lesquels une marque est commune pour l'ensemble du réseau, mais finalement, il y a tout un tas d'entreprises qui se regroupent sous cette même marque et qui donc ensemble représentent le catalogue. Et donc lorsqu'elles ont besoin de se digitaliser, soit un des membres du réseau devient la tête de pont et quelque part le réseau devient concurrent du site internet, ce qui est problématique, soit eh bien, le modèle devient une marketplace et onboard chacun des membres du réseau comme étant un des vendeurs de la marketplace. Donc ça aujourd'hui c'est une activité très importante à la fois pour nous chez WisaPlace mais aussi globalement, hein, donc on est assez représentatif. Et cette activité donc, de digitalisation de réseau, elle est principalement dans les réseaux de franchise, mais aussi dans tous les systèmes de vente en réseau d'indépendants, globalement, au sens large. Enfin, économie circulaire. Alors ça surprend beaucoup quand on évoque ce cas d'usage, qui est pourtant un cas d'usage important, parce que par définition, qui dit économie circulaire, dit sourcing éclaté. Le principe de l'économie circulaire, c'est qu'il y a une économie qui est liée au partage, et non pas au fait qu'une entreprise vienne réinsérer des produits neufs constamment, et donc une circularité de l'économie. Qui dit circularisation, circularité de l'économie, eh bien dit tout simplement une multiplicité de vendeurs, d'entreprises qui viennent rajouter leurs produits ou leurs services à l'offre globale. Et donc, si l'offre est éclatée, eh bien, il s'agit naturellement d'une marketplace et il s'agit, pour la regrouper, d'aller chercher des technologies qui sont adaptées. Donc voilà les quatre grands cas d'usage qu'on rencontre aujourd'hui. Et on va rentrer plus en détail parce qu'en réalité, l'objectif aujourd'hui, c'est de ne pas survoler le sujet, et d'aller un peu plus loin dans le détail. Eh bien, on va partir sur le premier, pardon. Hop, voilà, le premier cas d'usage dans lequel, voilà, excusez-moi, j'avais la slide qui était marquée, qui était masquée. Donc la création de marque. Donc là, on va se retrouver sur, comme on l'a dit, la création de marketplace from scratch. Donc on est sur une nouvelle activité, la volonté tout simplement d'aller faire un nouveau Uber, un nouvel Airbnb, un nouvel Amazon, un nouvel eBay, et sur lequel donc on veut lancer cette nouvelle activité. La plupart du temps, on a un besoin d'aller mettre énormément de rythme. On va pour cela donc agréger les offres exclusivement des tiers et pas créer sa propre offre en complément de l'offre des tiers. Qu'est-ce qui se passe? Là, on va souvent se retrouver sur des entreprises qui finalement se lancent dans des marchés qu'elles ne maîtrisaient pas parfaitement. Elles pouvaient maîtriser le modèle, elles pouvaient maîtriser le digital, mais en général, elles le font parce que c'était une activité sur laquelle elles n'étaient pas présentes. Donc ces entreprises vont avoir la possibilité, grâce à ça, de compter sur l'expertise des vendeurs tiers. Quand Uber se lance, Uber, eh bien, le fondateur n'a jamais été VTC. Quand Airbnb se lance, eh bien, le fondateur n'a jamais lui-même été un marchand de biens ou un loueur professionnel. Et c'est pareil chez ManoMano en France, hein, qui n'était pas dans le secteur du bricolage particulièrement auparavant, les fondateurs. Donc en fait, on va se retrouver avec une volonté très forte d'acquérir de la notoriété et de la visibilité, mais en limitant un maximum les frais, les process logistiques ou transport, ou la création du catalogue, pour la simple et bonne raison qu'on est sur une activité la plupart du temps nouvelle, comme on le disait. Donc le modèle de marketplace répond pleinement à ça. Par contre, on va avoir un enjeu business extrêmement fort et quelque chose qui revient souvent comme étant une problématique qui est mal perçue, c'est le besoin, la nécessité de se focaliser sur le recrutement de l'offre, là où la plupart des porteurs de projets arrivants et des entreprises qui se présentent à nous avec des projets de ce type-là ont plutôt tendance à se focaliser sur la construction technologique. Ils vont mettre les trois quarts des ressources au départ, et puis ils vont, une fois que le projet est live, finalement être un peu désœuvrés et attendre que ça se remplisse tout seul. Il y a un besoin d'aller très vite, puisque tout simplement, vous êtes sur un modèle qui se nourrit en batch. Alors, en batch, ça veut dire quoi? Ça veut dire par étape. Et si vous n'avez pas suffisamment de vendeurs, les acheteurs ne seront pas séduits. Si on avait un Airbnb où la plupart du temps on ne trouve pas de biens à louer, bien entendu on serait mécontent et on n'y retournerait pas. Mais à l'inverse, si vous avez beaucoup de vendeurs, beaucoup d'offres, mais finalement assez peu de commandes, les vendeurs vont partir. Si vous mettez des biens à louer mais que plus jamais personne ne vous les loue, eh bien vous allez quitter la plateforme. Et donc cette construction va nécessiter une symétrie
et une capacité du coup à mettre énormément de rythme. Donc le démarrage dans une marketplace est beaucoup plus important finalement que dans un e-commerce qui finalement peut avoir une courbe de croissance relativement lente. Sur un modèle de marketplace, il faut une croissance par palier assez significative. Et c'est d'autant plus important donc pour une création de marque, une création de plateforme, puisqu'évidemment, on ne bénéficie pas d'une activité existante et du trafic existant. Est-ce que j'ai bien... Pardon. La digitalisation des réseaux. Donc, comme je l'expliquais, la plupart du temps aujourd'hui, ce qu'on retrouve sont des réseaux de franchise, pas seulement des réseaux d'indépendants également. Et leur volonté est de centraliser l'offre sur la même plateforme, tout en n'ayant pas un réseau qui devient concurrent, mais bien un réseau qui devient partenaire de cette activité et de cette marketplace. Donc, il faut l'embarquer. Il faut savoir que sur les projets de digitalisation des réseaux, la plupart des échecs sont politiques. C'est-à-dire que le réseau ne se sent pas embarqué dans le projet et finalement considère le projet comme un concurrent à son magasin. C'est-à-dire que chaque vente en ligne lui laisse penser qu'il perd du business dans son magasin. Donc la volonté première d'une marketplace, ça va être d'aller chercher l'adhésion du réseau dans le projet. Il y a une forte volonté d'indépendance pour chacun des membres du réseau. Donc le modèle marketplace dans lequel chaque indépendant, chaque franchisé par exemple, va pouvoir disposer de sa propre boutique, hein, comme on peut l'avoir sur les marketplaces, va être un vrai point fort. De plus, le business model, finalement, ils ont l'habitude, ils le connaissent bien. Hein. Donc on sait tous que dans les réseaux de ce type-là, en général, la tête de réseau, le franchiseur, va récupérer un pourcentage de l'activité dans les magasins. En contrepartie, il amène une marque, un modèle et de la communication. Eh bien, une marketplace fonctionne de la même façon. Elle va amener du trafic sur le site, elle va amener de la communication, une marque, et en contrepartie, elle va prendre une commission. C'est un modèle vraiment très proche sur lequel l'adhésion du réseau n'est pas très difficile à obtenir. Et évidemment, l'autre intérêt, c'est de créer une homogénéité. Un point important qu'on rencontre souvent sur les réseaux et qui pose sacrément problème, là cette fois-ci à l'acheteur, au visiteur, c'est que parfois, des réseaux chaque membre du réseau a son propre site. Hein, si vous allez sur je sais pas, un sport 2000 de telle ville et un sport 2000 d'une telle autre ville, par exemple, vous pouvez peut-être lui trouver un site à lui, mais ça devient une grande hétérogénéité d'expérience et quelque part quelque chose d'assez difficile à vivre pour le consommateur. Donc voilà pour laquelle aujourd'hui la majeure partie des succès dans les modèles de réseau sont des modèles de marketplace. Alors, parfois exclusivement ouverts aux membres du réseau et parfois ajoutant en plus des vendeurs externes qui viennent s'ajouter aux membres du réseau traditionnel. Alors, j'ai l'impression d'avoir des petites sauts de... Non, c'est bon. Alors, une marketplace, c'est un projet business. J'ai un petit peu introduit tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut absolument se rappeler de l'importance que peut entraîner en nécessité d'adhésion des services différents dans une entreprise. Alors évidemment, pour une start-up, ça va être beaucoup plus facile pour cette partie-là. Elle va avoir par ailleurs besoin de se construire plus de notoriété, de crédibilité, aura une assise financière moins importante. Par contre, elle aura politiquement plus de simplicité. Il faut savoir que la plupart des services vont vouloir mettre leurs mains à la pâte. Donc que ce soit le service digital, le marketing, les ventes ou la comptabilité, le service juridique, et souvent vont plutôt être des freins au projet en entraînant un certain nombre de contraintes qui vont être plus importantes que la nécessité au départ d'un projet. Un projet au départ, il n'a pas besoin d'avoir les CGV d'Amazon, il n'a pas besoin d'avoir la comptabilité qui soit au niveau de celle de Uber au premier jour. On peut tout à fait passer par des étapes et par itération, progressivement, au fur et à mesure où l'activité se démarre, un peu à la façon d'une start-up, eh bien, aller étoffer le projet. Ça, c'est une problématique très courante dans les entreprises, quand les entreprises un peu de taille moyenne ou importante vont aller chercher un nouveau projet de marketplace, c'est d'aller y mettre des contraintes qui n'étaient pas nécessaires au démarrage du projet. Le business model. Le business model, on le sait tous, est très différent évidemment dans un modèle marketplace du modèle traditionnel. Lorsque l'on vend 1 euro, enfin prenons 100 euros pour prendre des pourcentages, ce sera plus simple. Quand on vend 100 euros
Sur une marketplace, eh bien, le chiffre d'affaires ne correspond qu'à la commission. Si la commission est de 20% par exemple, eh bien, le chiffre d'affaires de l'entreprise sera de 20%. Par contre, le vendeur, lui, son chiffre d'affaires sera bien des 100 euros auquel il déduira une facture de commission à payer de 20 euros. Et donc, la marketplace, elle, va avoir un chiffre d'affaires de 20 euros lorsqu'elle vend 100, mais sa marge, elle, sera bien de 100% de ces 20 euros. Donc, on se retrouve dans un modèle qui, s'il est bien réfléchi, ressemble énormément à celui d'un éditeur de logiciel. Pourquoi? Parce qu'à chaque nouvelle commande, finalement, elle n'a pas eu un service complémentaire ou supplémentaire à effectuer. Lorsque Uber enregistre une nouvelle commande, il n'a pas à payer un salarié pour se déplacer sur place, s'assurer qu'il y ait de l'essence et une voiture en état de marche. C'est le VTC qui le fait à sa place. Lui, il va simplement être le transitaire d'une donnée qui est la commande et de flux financiers pour payer le vendeur et récupérer sa commission. Comme un éditeur de logiciel qui, lorsqu'il reçoit une nouvelle commande d'un logiciel, quand Office vend une nouvelle licence Office, Microsoft vend une nouvelle licence Office, il n'a pas un nouveau développement à faire, il n'a pas quelque chose de particulier, c'est quelque chose de très virtuel. Eh bien, une marketplace, c'est le même modèle. Donc, son objectif, pour atteindre la rentabilité, ça va être la récurrence. La récurrence, puisque chaque nouvelle commande ne lui engendre pas de nouveaux coûts, son objectif, ça va de créer une multitude de commandes, si possible, chez le même acheteur, puisque son coût d'acquisition client sera bien entendu beaucoup plus faible sur le même acheteur versus si à chaque nouvelle commande, il y avait besoin de séduire un nouvel acheteur. C'est la raison pour laquelle des marketplaces font énormément d'efforts qui nous surprennent un peu tous au début, en offrant des courses. On a tous vu les bons d'achat de 10 euros ou de 20 euros quand une nouvelle marketplace de livraison de restaurants arrive dans une ville. Pareil pour Uber à ses démarrages. Ces plateformes-là ont un coût d'acquisition client initial assez élevé, mais vont avoir la volonté de créer une récurrence très importante dans le temps et dans leur relation avec ce parc client-là. C'est le modèle de Prime Amazon. Ça, c'est exactement ça, dans lequel ils vont avoir un coût initial important, mais une volonté de créer une récurrence très forte. La marge étant, la marge brute étant de 100% sur la commission, contrairement à un e-commerce, bien sûr. La stratégie vendeur. La plupart du temps, les vendeurs, les vendeurs sont les clients de la marketplace. C'est eux qui payent les commissions de la plateforme. Ce sont les vendeurs qui payent les factures que la marketplace émet, les factures de commission. Et donc, ils sont à la fois vos clients et en même temps assez régulièrement vos concurrents. On sait tous qu'Amazon, bien entendu, peut vendre les produits d'un vendeur marketplace, tout comme ce vendeur marketplace le vendre sur d'autres sites et sur son propre site e-commerce. Et donc, il devient concurrent et client à la fois. Donc, il y a un enjeu qu'il ne faut pas sous-estimer, qui consiste à s'assurer que la relation entre le vendeur et l'opérateur de la marketplace est bien cadrée, et en même temps, ne pas tomber dans un excès qui consisterait à créer une relation tellement cadrée que le vendeur voudra partir. Ça voudra dire dans ce cas-là qu'on a mis en avant de façon trop importante la partie concurrent versus la version client, puisque je vous le rappelle, donc, le vendeur est bien le client de la marketplace. Et donc, c'est une des erreurs qu'on rencontre assez fréquemment, c'est une peur tellement importante que le vendeur court-circuite la plateforme et fasse sortir l'acheteur pour terminer l'achat ou les achats suivants en dehors de la plateforme, eh bien que la marketplace va mettre en œuvre tout un tas de frictions qui vont certes empêcher ce type d'actions, mais qui finalement vont faire fuir ou l'acheteur ou le client, ou le vendeur, pardon, ou les deux. Donc, il faut avoir conscience que le site, donc ce que la marketplace est, les vendeurs et les clients forment le triptyque d'un projet marketplace. Et on va parler un petit peu de tout ça. Les vendeurs, ils sont la clé de voûte. Évidemment, pas de vendeur, pas d'offre, donc pas d'acheteur. Le site est inutile. C'est la clé de voûte. C'est l'axe majeur au démarrage d'une plateforme, l'axe majeur de travail. Il faut réfléchir sur leur mode de rétribution, on en a parlé. Il faut réfléchir à la politique commerciale de recrutement. Il y a maintenant d'ailleurs des obligations légales avec la loi sur la plateforme qui s'étend progressivement et qui devient de plus en plus précise, qui vous demandent de clairement dire quelles sont les conditions pour référencer un vendeur ou pour le déréférencer. Si vous devez bannir un vendeur parce qu'il est un arnaqueur ou parce qu'il ne vous convient plus, il ne correspond plus à votre charte,
eh bien, vous devez avoir auparavant, pour avoir le droit de faire ça, décrit dans son contrat les raisons pour lesquelles vous pourriez être amené à le faire sortir. Il faut eh bien entendu cadrer comment vous allez assister votre vendeur pour saisir son catalogue, traiter ses commandes, parce qu'il en demandera plus que ce que vous voudrez lui fournir au départ. Les services que vous apporterez, services sous-entendu les services qui peuvent être offerts et ceux qui peuvent être payants. C'est très important de comprendre que les services payants aux vendeurs sont une part de revenus très importante pour les marketplaces. Pour certaines marketplaces, ce sont devenus la majeure partie de leurs revenus. Alibaba fait aujourd'hui à peu près 75% de son chiffre d'affaires sur la vente de services aux vendeurs, que ce soit la logistique à sa place, les traductions, les rédactions de fiches, parfois même des services pour savoir fixer les prix à leur place, etc. Du marketing, de la publicité, comme sur Amazon, on peut tous voir les posts sponsorisés, les produits sponsorisés, etc. Jumia, pardon, j'oubliais dans l'exemple pour celui-là, Jumia est le leader en Afrique, l'Amazon africain, qui fait un carton. Eh bien, cette plateforme fait plus de 50% de ses revenus déjà sur la vente de services aux vendeurs. Ensuite, sur la stratégie vendeur, il faudra bien entendu définir des efforts d'animation, ce que vous allez faire pour que vos vendeurs puissent être mis en valeur, et la façon dont vous allez pouvoir créer une communauté de vendeurs. Il y a beaucoup de marketplaces à succès qui créent une émulation entre les vendeurs eux-mêmes. C'était le cas d'Etsy, par exemple. La clé, c'est quelle stratégie vendeur vous allez vouloir mettre en œuvre. Est-ce qu'il vous faut de très nombreux vendeurs? Par exemple, c'est le cas sur Le Bon Coin, puisque chaque vendeur vend peu de produits. Donc, il faut une très grande quantité de vendeurs qui deviendront eux-mêmes acheteurs d'ailleurs. Est-ce qu'il vous faut des vendeurs extrêmement matures qui sont, par exemple, sur certaines plateformes, il n'existe que quelques dizaines de vendeurs, mais qui ont chacun plusieurs milliers ou dizaines de milliers de références et vont être extrêmement matures. Donc là, on va être sur le besoin de productivité, d'industrialisation, des API très poussés. Par ailleurs, quand vous pourrez vous retrouver sur des plateformes qui ont des vendeurs beaucoup plus artisanaux et qui vont être en plus grande quantité et avec des besoins d'accompagnement plus élevés pour qu'ils puissent eh bien, être, avec leur faible maturité, quand même être performants sur la plateforme. C'était le cas d'Airbnb, sur lequel les fondateurs, au tout début de leur histoire, allaient eux-mêmes prendre les photos des appartements qui étaient alloués sur la plateforme. Donc là, on est typiquement sur des vendeurs qui n'étaient pas matures et sur une plateforme qui a dû fortement s'impliquer. Il va falloir définir le plus précisément possible les contraintes que vous leur imposez, combien de temps ils ont le droit pour répondre quand une nouvelle commande arrive ou quand un message arrive, dans quelles conditions vous allez pénaliser le vendeur si jamais il ne répond pas, ou combien de pourcentage de commandes il peut annuler s'il a commis des erreurs, si vous a indiqué qu'il avait du stock, en fait il n'en avait pas, combien de fois il peut se tromper avant que vous puissiez taper sur ses doigts, etc. Donc la façon dont vous allez imposer ces contraintes vont quelque part fixer le niveau de vendeur que vous attendez. Et bien entendu, plus il est élevé, plus l'acheteur va être satisfait. Plus il est élevé, par contre, plus le vendeur va risquer de partir parce qu'il trouvera les contraintes trop importantes. Et évidemment, plus une plateforme fait de vente, et plus elle peut fixer des contraintes aisément, puisque le vendeur va devoir faire avec s'il veut bénéficier de toutes ces ventes. Le positionnement de la plateforme, c'est ce que j'introduis un petit peu. Les marketplaces vont-elles être les plus dures et en faveur de l'acheteur, ou à l'inverse, vouloir séduire le plus de vendeurs possible, quitte à ce que l'acheteur ait parfois une expérience un petit peu désagréable. Donc sur des plateformes comme Toptail, par exemple, si on prend l'exemple du freelance, Toptail est une plateforme qui se vante de ne sélectionner que 3% des freelances qui postulent pour devenir consultant sur la marketplace. À l'inverse, une plateforme comme Malte est extrêmement ouverte et va accepter tout le monde. Si moi je crée aujourd'hui une auto-entreprise et je dis que je suis freelance en graphiste alors que j'ai jamais fait ça, je vais être accepté. Par contre, si j'ai X commandes qui se passent mal, Malte va me sortir de la plateforme. Donc on va être sur des plateformes ouvertes versus pour Total des plateformes fermées. C'est exactement pareil sur l'échelle du premium à l'entrée de gamme. Bien entendu, on sait tous que Wish va accepter tout, même les discounters, alors que Farfetch, par exemple, ne va bien entendu pas accepter les discounters. Donc la plateforme peut être entrée de gamme et ouverte, elle peut être entrée de gamme sélective, elle peut être premium sélective et premium ouverte. Un point pour finir sur le sujet, je vais pas tous les balayer, c'est le déclencheur de la transaction est une clé
la plupart des marketplaces qu'on a en tête, comme Amazon par exemple, ce sont des buyer picks. C'est l'acheteur qui engendre la commande seul. Il n'a pas besoin de validation par le vendeur. Il existe des double commit marketplaces. Vous allez sur coder.com, l'acheteur fait un brief et c'est le vendeur qui décide de répondre ou de ne pas répondre, par exemple. Et ensuite, l'acheteur valide. On est sur un double commit. Et ensuite, il y a des marketplace picks, comme Uber, sur lequel l'acheteur dit qu'il a besoin de quelque chose. C'est la marketplace qui lui affecte le vendeur et l'acheteur n'a pas son mot à dire. Il ne peut pas choisir son vendeur. Donc, on se retrouve sur 3 grands modèles qui vont influencer énormément la façon dont va se passer la plateforme. Il faut savoir que Airbnb, au début de son histoire, était un double commit. Donc, il fallait que et le vendeur et l'acheteur acceptent pour que la location se passe. Et Airbnb a passé une année entière à trouver un moyen de ne devenir que buyer picks, c'est-à-dire n'ayant pas la nécessité d'avoir l'accord du vendeur pour pouvoir enclencher la location. Ça a été la clé de la scalabilité d'Airbnb. C'est vous dire à quel point c'est important ce genre de détails. Les clients, on le sait tous, hein, on va démarrer par le bas de la pyramide, hein, qui est l'acquisition. Sur une marketplace, eh bien, on est sur un site transactionnel. Hein, donc, vous allez avoir du SEO, du SIA, de l'inbound, des webinars, si c'est du B2B surtout, des réseaux sociaux, etc. Je ne vais pas vous faire la liste complète. Mais donc, c'est tout ce qui consiste à amener du trafic. Ensuite, vous allez avoir toutes les actions traditionnelles de conversion, avec des efforts sur votre interface utilisateur, bien sûr, sur les recherches à facettes qui sont plus importantes dans une marketplace que dans un site e-commerce, puisque le catalogue est très fourni, puisque par définition, il regroupe une multitude de vendeurs, donc le catalogue est plus important. Donc la partie recherche est plus complexe à mettre en œuvre et à optimiser pour l'acheteur. Bien entendu, vous allez travailler sur tous les call to action, etc., etc., toutes les actions de conversion. Et quelque chose qui est plus importante, donc l'acquisition et la conversion sont très similaires, à part pour la recherche qui est un peu plus complexe pour les marketplaces, mais on est là très proche de l'e-commerce. La rétention est plus importante dans une marketplace, puisque comme je le disais tout à l'heure, le coût d'acquisition client n'est rarement couvert à la première commande par le seul taux de commission, puisqu'il est plus faible que le montant global de la transaction. Par contre, la marge étant de 100%, s'il y a une répétition de la commande, eh bien, il va y avoir, passé le coût d'acquisition client, une fois ce montant dépassé, eh bien, il va y avoir une marge, une rentabilité totale pour chaque nouvelle commande. C'est la raison pour laquelle les actions de rétention sont souvent plus importantes dans les marketplaces à succès. C'est parce que souvent elles l'ont compris. Et on voit des programmes qui insistent énormément, quitte à dépenser des sommes un peu importantes, pour créer des pools de clients qui reviennent fréquemment. Alors, il me reste 6 minutes, 7 minutes par rapport au créneau que j'avais. J'ai parlé un peu vite en étant un peu stressé C'est par le temps. exactement ça. Très bien. Donc, je ne vois pas s'il y a des questions et comment ça se déroule. C'est un petit peu étrange, hein, on est à distance. Moi, je les vois, les traditionnel. questions. Il y en Très a bien. pas pour le moment, D'accord. mais je vois le chat. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous en avez, c'est le moment. Sinon, je vous raconterai le lancement d'une plateforme récente si jamais j'ai pas de questions. Et Sinon, ce sera 5 je minutes pense que encore. vous pouvez y aller, et puis Ça ce sera marche. très intéressant. Donc, allez-y, on vous Alors, écoute. je m'étais fixé en fait cet exemple pour être le plus concret possible. Il y a une de nos plateformes qui est une plateforme qui a réussi un lancement assez spectaculaire. Euh, dans le secteur de la box, les ventes de produits par abonnement. Voilà. Quand je dis la box, hein, pas les box internet. Donc, ça s'appelle Becombox. Ils ont eu un catalogue extrêmement fourni à leur lancement, dès le départ, avec plus d'une cinquantaine de box disponibles le jour du lancement dans une dizaine de catégories, qui permettait d'avoir 5 box par catégorie, ce qui était vraiment plutôt bien hein, quand on est sur ce type de produit. Et ils ont pu en fait se focaliser énormément sur tout le travail de rétention et de la recommande. Et donc, ils ont eu des résultats assez amusants, avec notamment presque la totalité de leurs clients qui passaient une deuxième puis une troisième commande. Et là, on est typiquement sur des lancements réussis. Et donc, il y a eu un gros travail sur le parrainage, un gros travail également sur des actions marketing auprès des acheteurs qui ont déjà passé commande.
et finalement moins sur de la conquête client. Et ça a été également le cas pour une plateforme qui s'appelle PharmEdistore dans le domaine de la pharmacie, donc de la vente, cette fois-ci en B2B, de produits aux pharmaciens. Et ils ont créé tout un service qui permet à leurs clients existants d'aller repasser des commandes avec même des petits boutons qu'ils pouvaient physiquement appuyer pour repasser des commandes, des fast commandes, un peu comme les boutons Evian là où on pouvait avoir chez Amazon à l'époque. Eh bien, ce travail-là était très très majoritairement axé sur la recommande, sur le fait de repasser des commandes sur les clients existants. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, la plupart des porteurs de projets marketplace commettent trois grandes erreurs. Donc, la première, c'est de passer trop de temps et d'énergie sur la technologie. Imaginez que le custom est la meilleure des solutions. Ça l'est uniquement si vous avez beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Par contre, à ce moment-là, si vous avez beaucoup de temps et beaucoup d'argent, c'est probablement la meilleure solution. Deux, c'est de sous-estimer la nécessité de se focaliser au départ sur les vendeurs. Et donc, on voit beaucoup de gens qui, finalement, ont prévu des campagnes marketing importantes pour faire connaître la plateforme, ont prévu énormément d'actions pour créer des communautés d'acheteurs, et finalement ont prévu assez peu de choses pour faire venir des vendeurs. Ils en avaient deux ou trois en tête, et finalement, ces deux ou trois arrivent, le catalogue sont très insuffisamment fournis, et les acheteurs sont certes créés en trafic, mais ne convertissent pas parce que les catalogues sont trop petits. Et donc, la troisième erreur, c'est l'absence de focalisation sur la rétention et sur la récurrence d'achat chez un même acheteur. Puisque, comme j'expliquais, hein, c'est vraiment mathématique. Hein, quand un e-commerçant vend 100 euros, son chiffre d'affaires, c'est 100 euros. Quand une marketplace vend 100 euros, son chiffre d'affaires, c'est la commission, qui est, par exemple, 15 ou 20% de ce montant-là. Donc, elle doit nécessairement créer 2 ou 3 commandes pour rentabiliser son coût d'acquisition client. C'est la raison pour laquelle les marketplaces en général sont rentables seulement la deuxième ou la troisième année et très 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 rarement la première année. Et c'est aussi la raison pour laquelle Amazon gagne de l'argent avec la marketplace et en perd beaucoup encore avec l'e-commerce. C'est parce qu'une fois passé ces 2 ou 3 années, à l'inverse, la rentabilité est beaucoup plus importante grâce à ce système où la marge est de 100% sur la commission. D'ailleurs, je pense Voilà que pour les c'est exemples. différent en fonction des. Pardon. Je pense que c'est Non, différent en vas-y. fonction des produits, mais quel budget doit-on prévoir pour créer sa marketplace d'ailleurs? J'ai pas l'impression qu'on l'ait abordé. C'est pas si différent finalement, c'est assez surprenant, mais aujourd'hui, à moins qu'on ait envie de créer quelque chose avec du légal extrêmement complexe, par exemple si je veux créer une marketplace dans laquelle je veux onboarder des assurances, ou dans lequel je veux onboarder quelque chose pour des notaires, ou une transaction immobilière, quelque chose qui vraiment nécessite du juridique complexe et donc des workflows complètement différents. Si je ne suis pas dans ce cadre d'un workflow un peu surprenant, on va dire, eh bien, on va être sur des coûts qui vont être finalement similaires. Donc, pourquoi? Parce que les éditeurs maintenant sont matures. Ça fait quand même pour WizAplace depuis 2012 et maintenant avec une quarantaine de développeurs que les outils sont construits et évoluent. Donc forcément, il y a une maturité qui s'est acquise. Et donc, on va pouvoir rentrer la plupart des projets à l'intérieur de ce qui existe déjà. Et donc, des projets, ça va coûter pour les projets de start-up, c'est-à-dire celles qui en général n'ont pas besoin de créer un connecteur avec le système d'information, c'est-à-dire avec un ERP, de la comptabilité, un PIM qui existerait déjà, etc. On va être sur des projets qui vont être entre 35 et 55 000 euros. Ok. Donc ça, c'est pour des projets start-up. Les grandes entreprises, ou celles qui, en tout cas, ne veulent pas faire de compromis sur des exigences extrêmement élevées en connecteur avec des logiciels existants ou en sécurisation, par exemple, qui veulent tout de suite créer des systèmes de sécurité qui font qu'il faut 12 antivirus, un cryptage de bout en bout de chaîne et l'obligation pour un acheteur de subir des KYC. C'est le cas de certaines plateformes en B2B qui vont un peu dans l'extrême. Là, on va être sur des projets qui peuvent aller à 150 ou 200 000 euros. Mais globalement, la Ouais. moyenne se situe plutôt au démarrage de la fourchette que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire à proximité de la fourchette que j'ai dit tout à l'heure. Et l'immense majorité des projets se situe, on va dire, entre 50 et 75 000 euros si je fais la moyenne de tous. Voilà, les startups en dessous, les grandes entreprises au-dessus, et le projet normal dans cette fourchette. D'accord. Un projet
e-commerce très robuste et très sérieux, hein, un beau Magento avec une volonté de faire quelque chose de très propre, ce sera sur un budget assez similaire finalement. Il n'y aura pas un écart Ok, technologique spectaculaire. d'accord. Merci beaucoup, Eric. Ben, merci à vous, hein, c'était très sympa, même si on aurait tous aimé pouvoir le faire en présentiel. On va dire la prochaine édition. Exactement. La prochaine, on en est sûr. Merci, Eric. Bonne journée. Merci, salut.